l'ambition et la volonté de Jacques Coeur. Les jours passent et Jacques Coeur a une trentaine d'années. De son point de vue et celui de ses associés dans la Compagnie du Levant, ils n'ont rien fait de grand. Un atelier de monnayage royal et un commerce de détail ne sont pas au niveau des pratiques des entrepreneurs, des marchands et des artisans, des grands cœurs marchands qui dessinent les grandes routes commerciales de l'Europe en relation avec les routes de la soie et avec l'Orient, comme à Bruges, à Anvers, à Amsterdam, à Lübeck, à Hambourg, à Augsbourg, à Milan, à Bergame, à Gênes, à Venise, à Florence, etc. Pour eux, les seuls grands aventuriers sont les armateurs qui conquièrent les mers et les marchands qui commercent avec l'Orient. Ils rêvent leur destinée en révolutionnant le commerce en France, à l'image de tous ces entrepreneurs innovants qui font la civilisation européenne. Encouragés par ses associés de la Compagnie du Levant, Ravant le Dunois et les frères Godard, Jacques Coeur décide de se rendre en Égypte et en Syrie, et plus particulièrement à Damas, qui est l'un des débouchés des routes de la soie. Les autres points d'arrivée des routes de la soie sont Constantinople et Izmir, dont l'île génoise de Chios, où il se rendra en 1456 pour préserver le commerce en mer Méditerranée de l'emprise des Ottomans qui ont conquis Constantinople en 1453. Au printemps de l'an 1432, Jacques Coeur embarque sur une galère sur le port de Narbonne, à destination de l'Orient. L'objectif de Jacques Coeur et de ses associés est de donner une nouvelle dimension à la Compagnie du Levant pour la fourniture des marchandises visant à gagner en priorité la clientèle du roi, de la cour royale et de la cour des duchés. Ils ont compris que la pauvreté du roi peut se muer en source de profit et en d'innombrables avantages. Jacques Coeur sait que sa belle-mère peut lui ouvrir les portes de la cour royale. En quelques années, Jacques Coeur et ses associés, jusqu'en 1439, font construire des navires à la conquête des mers, notamment de la mer Méditerranée, émaillent toute l'Europe et le bassin méditerranéen de quelques 300 centres de profit qui importent des produits des routes de la soie et qui exportent les produits manufacturés en Europe. Rappelons qu'à la même époque, avec l'arrivée au pouvoir des Médicis à Florence, et sous l'impulsion en 1434 de Côme Ier de Médicis, dit Côme l'Ancien, la Banque Médicis installe 16 filiales sur les grandes routes commerciales de l'Europe. Dans les faits, tous les entrepreneurs et tous les marchands de Bruges, d'Anvers, d'Amsterdam, de Lübeck, d'Hambourg, d'Augsbourg, de Milan, de Bergame, de Gênes, de Venise, de Lucques, de Florence, etc., servent de modèle. L'ambition de Jacques Coeur est de faire comme le font les Génois et les Vénitiens depuis le détournement à leur profit de la 4e croisade en 1204. L'ambition de Jacques Coeur est de créer un immense réseau de distribution, comme le font les marchands de la Hanse, de Lübeck et d'Hambourg depuis 1241. En somme, les exemples de déploiement de l'économie marchande et le modèle économique de bon sens qui fait le succès des entrepreneurs, des marchands et des artisans depuis plus de 2 siècles existent. Il suffit de les imiter, comme le dit le chapitre « Les fondements de l'économie marchande et de la civilisation européenne ». La vision de Jacques Coeur. Après avoir fait ses adieux à son épouse éplorée, Jacques Coeur se met en route pour l'Orient au printemps de 1432. Il atteint Narbonne, où il trouve un bateau qui accepte de le prendre à son bord avec ses ballots et ses marchandises. Il atteint Alexandrie en Égypte, après 3 ou 4 semaines de traversée, puis c'est Beyrouth, puis c'est Damas, qui est l'un des débouchés des routes de la soie, où se retrouve toute l'Europe. Comme le dit Bertrandon de la Broquière, un écuyer du duc de Bourgogne Philippe le Bon, dans son voyage d'outre-mer, effectué en 1432 et début 1433. Et quand nous fûmes venus à Damas, nous y trouvâmes plusieurs marchands français, vénitiens, génois, catalans, entre lesquels il y avait un Français nommé Jacques Coeur, qui depuis a eu grande autorité en France.
À Damas, Jacques Coeur perçoit les possibilités d'importation de porcelaine, de soieries, de draps d'or, de fourrures, de maroquins, de tapis, de pierres précieuses. Jacques Coeur perçoit aussi les possibilités d'exportation de draps, de fer, de toile, de vin, de cuivre, d'argent et d'autres métaux. En 1432, le voyage en Orient de Jacques Coeur se termine mal. Lors du voyage de retour, le navire est pris dans une tempête et s'échoue dans le petit port corse de Calvi. Les naufragés sont secourus par les habitants, mais dépouillés de leurs marchandises ainsi que de leurs vêtements et doivent payer une importante rançon. Ces pertes sont peu de choses au regard des informations qu'il rapporte. Il vient de poser les bases du commerce entre la France et l'Orient. En 1432, Jacques Coeur débarque dans un Languedoc ravagé par la peste. Attiré par le rayonnement culturel de la cité et par ses liens avec les pays arabes, il choisit Montpellier comme centre de ses affaires. La stratégie de Jacques Coeur. De l'épopée du naufrage de Calvi, Jacques Coeur tire sans doute la leçon que pour éviter de finir misérable, sans gloire et sans lendemain, il faut définir un projet solide. Jacques Coeur marque la volonté de développer ses affaires dans un environnement favorable. Un écrit de l'Office du tourisme de Montpellier dit de Jacques Coeur: passager d'une galère revenant d'Égypte, Jacques Coeur fait son apparition dans la région en 1432. La peste noire ravage le Languedoc et Montpellier n'est pas épargné. En cette période sombre, Jacques Coeur sera pour la ville un illustre bienfaiteur. Né à Bourges vers 1400, il s'initie très vite au commerce méditerranéen. Argentier de Charles VII, c'est-à-dire gestionnaire du trésor royal, il est attiré par la réputation de la métropole culturelle de Montpellier et par ses relations avec les pays arabes. La volonté de favoriser les opérations économiques non plus fondées sur le troc, mais sur des échanges conclus en numéraire, d'où la volonté d'exploiter des mines d'argent, de plomb et de cuivre. La volonté de déployer un leadership exemplaire en appliquant le modèle économique de bon sens qui fait le succès des entrepreneurs, des marchands et des artisans depuis au moins 2 siècles. La volonté d'assurer méthodiquement la conquête des mers, ce qui implique d'avoir la main mise sur les ports, les navires, les équipages, qui nécessitent d'importants capitaux. Pour y parvenir, Jacques Coeur frappe à toutes les portes. La famille de sa femme, les bourgeois de Bourges, les banquiers lombards, la cour royale. Créer un réseau commercial de 300 centres de distribution animés par des facteurs, à l'image de l'Anse des marchands de Lübeck et de Hambourg, avec des centres de profit dans les principales villes d'Europe, aux Pays-Bas, en Écosse, en Angleterre, en Italie, en Catalogne, dans les échelles du Maghreb, dans les échelles d'Orient, notamment au débouché des routes de la soie, dans les endroits où s'exerce la concurrence de Venise, de Gênes, d'Amalfi, de Pise. Installer des comptoirs à Montpellier qui attirent par le rayonnement culturel de la cité et par ses liens avec les pays arabes. De plus, Montpellier jouit de privilèges pour commercer avec les infidèles, notamment avec la suppression des péages. Créer une loge des marchands destinée à réglementer et à favoriser le commerce, comme cela a été fait en 1388 à Perpignan par le roi Jean Ier d'Aragon et comme le roi Charles VII l'a écrit en 1456 à l'annonce de la mort de Jacques Coeur. Optimiser la création de valeur pour les parties prenantes, comme le dit le chroniqueur Mathieu de Coucy, un contemporain de Jacques Coeur. Ils gagnent chacun plus que l'ensemble de tous les autres marchands du royaume. Ces agents sont répandus au nombre de 300 dans tous les ports et dans les villes principales de l'intérieur. Au surplus, il a la réputation de mettre une grande loyauté et une extrême bonne foi dans ses transactions. Et des témoignages de générosité habilement répandus auprès des princes d'Orient lui donnent autorité et un grand crédit auprès d'eux. Il reçoit le monopole d'importation des épices et du transport des marchandises françaises vers les ports musulmans. Jacques Coeur marque la volonté de choisir le port de Latte parce qu'il est le principal port de France. Aujourd'hui, il est situé à l'emplacement du site urbain de Port-Ariane,
derrière l'actuel hôtel de la région. Veiller à désensabler le chenal d'accès au port de Latte, à entretenir les voies maritimes, l'étang de l'Or, appelé aussi étang de Moguio, et la liaison entre le port de Latte et le chantier naval d'Aigues-Mortes. Jacques Coeur marque la volonté d'installer un chantier naval à Aigues-Mortes où l'on peut faire venir des troncs de résineux de Savoie par flottage sur le Rhône. Le chantier naval d'Aigues-Mortes fonctionne comme l'arsenal de Venise qui pratique le travail à la chaîne depuis le XIIe siècle. Construire plus de 12 navires de haute mer pour sillonner les mers, et en particulier la mer Méditerranée, en se préparant à se défendre contre les pirates et les concurrents pillards. Jacques Coeur marque la volonté de nommer les capitaines et les pilotes de navires, en sachant qu'il est presque inévitable que les capitaines commettent certains abus dont la Compagnie du Levant ne peut pas être tenue pour responsable. Tenir du roi Charles VII le privilège d'embarquer par tous les moyens, y compris la force, des personnes oiseuses, des vagabonds et autres caïmans qui troublent l'ordre public des cités du littoral. Ceci afin de recruter des matelots dont la tâche est de souquer. Ce travail exténuant commence à rebuter les salariés en dépit des payes qui grimpent bien au-dessus de celles des employés qui travaillent à terre. Nommé Jean de Village pour exercer les fonctions de commandant de la flotte marchande. Jacques Coeur marque la volonté de fixer le centre nerveux de la Compagnie du Levant à Bourges. Acquérir un terrain et faire construire sans regarder à la dépense, dans un délai record de 11 mois, un édifice rectangulaire au centre de la ville de Montpellier, face à l'église Notre-Dame-des-Tables, comportant 2 étages et surmonté d'une terrasse. Chaque étage doit comporter une grande salle, un peu comme à Bourges, de 18 mètres de longueur et 9 mètres de largeur. Il y a lieu de surmonter l'édifice d'une tour d'escalier de 25 mètres de hauteur, de laquelle il est possible de voir arriver les navires dans le port de Latte. Construire des entrepôts et plusieurs maisons à Montpellier et y installer des facteurs. Acheter le mât d'Ancivade à Latte pour construire des entrepôts. Créer une agence à Pézenas, réputée pour son activité de négoce. Jacques Coeur marque la volonté d'étendre les activités aux mines d'argent, de plomb et de cuivre, du Lyonnais et du Beaujolais. Le mariage de Jacques Coeur avec la petite fille du maître de la monnaie de Bourges et la notoriété qui résulte de ses succès incommensurables en affaires ont introduit Jacques Coeur à la cour du roi Charles VII, qui lui porte toute son attention. Ainsi, en 1435, Jacques Coeur est maître des monnaies de Bourges. En 1436, l'Hôtel des Monnaies de Paris lui est également confié. Il fait fabriquer des écus d'or à la couronne, dont la valeur réelle ne tarde pas à concurrencer les monnaies anglaises. En 1438, Jacques Coeur assure la charge d'argentier du royaume, qui vient d'être rétabli par le roi Charles VII. Précisons que la fonction d'argentier du royaume n'a rien à voir avec la fonction de ministre des Finances. C'est un service de l'hôtel du roi qui fonctionne comme une sorte d'économat pour répondre à tous les besoins du roi, de ses serviteurs et de la cour. Nul ne peut être mieux placé que lui dans cette fonction, car dans les faits, il commande au nom du roi et il revend en son nom propre. Il ne se contente pas d'être une sorte de gérant de magasin, mais il s'affirme comme le banquier de la famille royale, de la cour et du gouvernement, ce qui lui vaudra une multitude d'inimitiés qui feront sa perte en 1451. Jacques Coeur et ses associés veulent un plan grandiose, plein d'audace, qui doit leur apporter gloire et profit. Les leviers de Jacques Coeur. Jacques Coeur est investi par le bon sens. Il a compris que sa réussite conjugue en un tout global et cohérent ses capacités personnelles de leadership et les opportunités d'évolution de son environnement, les évolutions culturelles, notamment la liberté poussée par le libéralisme, les évolutions politiques, notamment l'évolution du féodalisme vers la Renaissance, les évolutions économiques, notamment le développement de l'économie marchande, le développement sociétal, notamment la percée de la bourgeoisie,
le développement social avec la valorisation des compétences. Le leadership de Jacques Coeur repose sur, premièrement, la volonté de révolutionner le commerce en France. Deuxièmement, la création de valeur, c'est-à-dire la création de richesses, sans oublier la recherche de la satisfaction et des émotions des parties prenantes concernées. Troisièmement, les pratiques au niveau de l'état de l'art, y compris en ayant recours à des partenariats permettant de s'appuyer sur des expertises. Quatrièmement, la mobilisation collective du fait de l'imitation des gens de cour et de l'environnement royal. Au fond, nous dirions aujourd'hui que Jacques Coeur est doté d'une intelligence globale, holistique, systémique, dans la logique du modèle économique de bon sens des entrepreneurs, des marchands et des artisans qui dessinent la civilisation occidentale depuis la création du Saint-Empire germanique à partir de 936. Ainsi, à compter de 1432, Jacques Coeur, en sa qualité d'administrateur génial, doublé d'un inégalable esprit d'entreprise, est investi dans une approche globale, à la fois politique et économique. Il cumule successivement les fonctions de changeur, d'armateur, de marchand international, de monnayeur, pour devenir argentier du royaume. Le modèle économique de bon sens des entrepreneurs, des marchands et des artisans qui dessine la civilisation occidentale depuis l'an 936 repose sur 8 principes fondamentaux comme décrits par le chapitre 3, les fondements de l'économie marchande et de la civilisation européenne. En 1435, Charles VII poursuit le combat contre les Bourguignons, qui sont alliés des Anglais, tout en ratifiant les trêves successives avec le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, avant de conclure avec lui le traité d'Arras qui met fin à la guerre civile. En 1438, Charles VII s'emploie à restaurer l'autorité royale en s'affirmant comme le gardien des droits de l'Église de France par la pragmatique sanction de Bourges. L'ascension sociale de Jacques Coeur entre 1432 et 1439 est vertigineuse et confond les esprits, à tel point que l'on peut se demander comment le perçoit Charles VII en l'installant dans le pouvoir politique et en créant ainsi un État dans l'État. La création de valeur pour les parties prenantes. Jacques Coeur et ses associés de la Compagnie du Levant connaissent une ascension sociale fulgurante entre 1432 et 1439. Ils achètent de splendides hôtels, une trentaine de seigneuries et prêtent de l'argent au roi lui-même. La création d'activités et ses milliers d'emplois améliorent les conditions personnelles. L'incompréhension et la jalousie de ses contemporains face à cette ascension fulgurante donnent naissance à des légendes sur Jacques Coeur et sa prétendue découverte du secret de la pierre philosophale grâce aux écrits alchimistes écrits sous le nom de Raymond Lulle après sa mort en 1315. Il aurait appris le secret pour faire de l'or. C'est partiellement vrai puisque les navires de Jacques Coeur transportaient de l'argent vers l'Orient qui était échangé contre de l'or en réalisant ainsi une importante plus-value. Les bénéfices réalisés par les nombreuses entreprises commerciales et industrielles de Jacques Coeur et de ses associés permettent d'amasser une fortune considérable qui lui permet de prêter de l'argent à Charles VII pour reconquérir le territoire occupé par les Anglais. La fortune amassée permet de prêter de l'argent aux gens de cour. L'implantation des activités de Jacques Coeur dans le Languedoc permet au roi de France de mettre la main sur une façade maritime française entre la Provence du roi René et certains grands fiefs du Languedoc qui ne reconnaissent pas trop la puissance du roi de France. Montpellier se redresse économiquement grâce au génie mercantile de Jacques Coeur, avec notamment le développement de l'activité du port voisin de Latte, la construction de splendides hôtels et l'acquisition d'une trentaine de seigneuries. La dynamique de Jacques Coeur dans la postérité. Devenu une gloire nationale, de nombreuses villes lui ont attribué un nom de rue.